Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie, actuelle députée des Deux-Sèvres et présidente du parti Génération Écologie. Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Et il sera question dans cette émission des néonicotinoïdes, de la Covid, de la cohabitation entre écologie et capitalisme, mais aussi des relations entre les différentes familles politiques écologistes à 6 mois des élections régionales et départementales et puis à moins de 2 ans des élections présidentielles. On commence, si vous le voulez bien, avec la lutte contre le coronavirus. Faites-vous partie de ces personnes qui estiment qu'on en fait un petit peu trop et qu'on cultive la culture de la peur en ce moment en France? On entend de plus en plus ça rejaillir un peu de partout. Non, pas du tout. Moi, depuis le début, je crois qu'il faut qu'on soit tous extrêmement responsables par rapport à la nécessité de sauver des vies dans une pandémie qui est longue, qui dure. On n'a pas encore de vaccin. Et donc, je pense qu'on doit se garder de toute polémique. Moi, j'ai pour règle d'abord de faire assez confiance à ce que dit le Conseil scientifique, de considérer que, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur un certain nombre de choix du gouvernement, mais qu'on le dira plus tard, quand on sera tiré d'affaire. Et qu'on est dans un moment où la nation doit être solidaire, doit être disciplinée et doit respecter les consignes, les gestes barrières pour sauver des vies. Alors certains vont dire bête et discipliné. Est-ce qu'ils vont dire qu'on ne réfléchit pas assez, qu'il y a aussi d'autres possibilités et d'autres réflexions à avoir par rapport à l'approche de cette épidémie? Je me méfie, vous savez... des médecins, bien sûr. Je comprends, mais je me méfie d'abord d'une forme d'hystérisation du débat public. Et ensuite, je crois à l'intelligence citoyenne. Et donc, oui, il peut y avoir des polémiques ou telle déclaration, mais je crois que dans l'ensemble, il y a une grande maturité des Françaises et des Français qui comprennent que c'est un moment très difficile et qu'on doit porter un masque, respecter les gestes barrières et accepter que la priorité soit donnée à la nécessité de sauver des vies. Malgré tout, malgré les conséquences économiques que cela implique, et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec pas mal de branches industrielles, des branches économiques qui sont complètement dévastées, qui se prennent des plans sociaux en pleine tronche en ce moment. Malgré cela, il faut continuer. Les conséquences économiques sont terribles. La nation cherche à y faire face. On pourra revenir dans les débats. Vous savez que c'est un débat qui se pose. Est-ce que les conséquences ne sont pas pires? Moi, je l'assume. D'ailleurs, ça renvoie à d'autres débats. La santé d'abord. Voilà. La santé d'abord. Les conséquences économiques, on peut y faire face. On a des marges de manœuvre pour les résoudre. D'ailleurs, ceux qui hier plaidaient pour le fait que l'État n'intervienne jamais dans l'économie, etc. Aujourd'hui, ils sont bien contents de trouver l'État pour intervenir au secours du soutien à un certain nombre d'entreprises. C'est très dur pour le commerce, c'est très dur dans toute une série de secteurs industriels, c'est très dur aussi pour les familles, c'est dur pour les liens humains. Il n'y a pas que les activités économiques qui sont affectées. Il y a des conséquences aussi pour le coup sur la santé des gens. Il y a des conséquences pour la santé, il y a des conséquences éducatives pour les enfants, mais on sait qu'en l'état actuel des informations scientifiques dont on dispose, on doit appliquer les gestes barrières et ça a malheureusement un certain nombre de conséquences. Alors vous le savez, les anti-masques par exemple sont de plus en plus nombreux du fait de décisions parfois paradoxales, on en parlait du gouvernement, par exemple de fermer des établissements comme les terrasses de bar à une certaine heure ou complètement, alors que dans le transport en commun, en particulier dans le métro, les gens sont bondés les uns sur les autres, on peut le voir sur cette photo. Il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Et est-ce que vous comprenez que du coup ça génère en méfiance et en défiance totale vis-à-vis du gouvernement? Moi, je ne suis pas dans cette défiance. Je pense mais est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Je pense que la tâche du gouvernement, on peut le dire honnêtement, quel que soit le gouvernement, est difficile. Oui, il y a des erreurs qui sont commises. Je vais vous prendre un exemple. La semaine dernière, il y a mardi une réunion avec le Premier ministre de tous les responsables de partis politiques, justement pour faire collectivement le point sur où on en est, quelles sont les mesures à prendre. Pas un mot n'a été dit des décisions qui allaient être annoncées le mercredi soir par le ministre de la Santé. Donc oui, il y a des problèmes de cohérence et de maîtrise par le gouvernement d'un certain nombre d'annonces, avec des sentiments parfois d'hésitation ou de tête à queue. Vous savez que le Conseil scientifique demandait depuis plusieurs semaines un certain nombre de mesures, que dans un premier temps, le gouvernement avait dit non, il n'en est pas question. Bon.
Il y a une situation empirique qui est celle-là. Maintenant, ça ne doit pas inciter chacun à être dans une forme de défiance par rapport à la nécessité de protéger sa santé et celle des autres. Et donc, quels que soient, si vous voulez, les commentaires que l'on peut faire sur la façon dont cette crise sanitaire est gérée, au final, on a chacune et chacun des responsabilités dans notre vie quotidienne. C'est de faire preuve de civisme, tout simplement. Vous ne faites pas partie de celles et ceux qui pensent qu'il y a des arrière-pensées politiques dans la gestion de la Covid? Je ne veux pas rentrer dans cette logique. Je pense que la responsabilité, qu'on soit dans la majorité, qu'on soit dans l'opposition, comme c'est plutôt mon cas, dans un moment comme celui-là, c'est d'abord de tout faire pour l'intérêt des Françaises, des Français, pour l'intérêt du pays, pas de faire des polémiques. Dernière question par rapport à cela. Vous êtes une écologiste. Le réchauffement climatique, qui est une des grandes causes que vous portez, va-t-il faciliter, on l'entend par-dessus de là, la propagation des virus en général ? Ce qui est probablement une des causes de la pandémie et de la Covid-19, c'est surtout la destruction de la biodiversité. Et donc c'est en fait, le coronavirus, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire un virus qui franchit les barrières d'espèces et qui est transmis d'une espèce animale, donc c'est le fameux débat sur le pangolin, la chauve-souris, à l'espèce humaine. Donc oui, la destruction accélérée des écosystèmes, elle a des conséquences sur la santé. Et le cocktail réchauffement climatique accéléré plus effondrement de la biodiversité lié à la déforestation, aux produits chimiques, etc., on y reviendra. Oui, ça a des conséquences sur la santé humaine. Donc vous n'êtes pas optimiste quant à l'avenir de l'humanité ? C'est pour moi une incitation à vouloir combattre pour un changement de société face à ces menaces. Et ces menaces s'accélèrent. On va voir comment vous voulez combattre on n'est tout pas ça. Non plus face à une fatalité. Il y a encore des choses à faire. Toujours dans l'actualité, les députés ont autorisé ce mercredi la réintroduction temporaire sous condition des néonicotinoïdes, cet insecticide tueur d'abeilles, lors de l'examen du projet de loi en commission des affaires économiques. De votre côté, le même jour, Delphine Batho, vous avez fait partie des manifestants que l'on voit en ce moment à l'écran. On vous invalide pour dire votre opposition à ce projet de loi. Je vous propose d'écouter dans l'ordre un apiculteur, un activiste environnemental et un député de votre groupe. On en discute juste après. Le risque principal, c'est de voir à nouveau les populations d'abeilles chuter et de voir le nombre de ruches en France s'effondrer. On a besoin des abeilles pour polliniser les cultures qui nous alimentent. Donc c'est extrêmement grave d'avoir réautorisé ces produits. On aimerait savoir si aujourd'hui les néonicotinoïdes sont à même de lutter contre la jaunisse, c'est-à-dire qu'on est en train de réautoriser un insecticide qui a des conséquences sur les écosystèmes sans apporter et sans faire la démonstration que cet insecticide pourrait avoir un effet sur cette jaunisse. Donc on est à contre-courant, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui une espèce de caprice voulu par des filières dont les betteraviers, reprise sans distance par le gouvernement, alors qu'on serait demandeur qu'avant de réautoriser ces néonicotinoïdes, on ait une évaluation sérieuse. On continue le combat. Évidemment, ça ne va pas être simple. Évidemment, beaucoup de députés LREM sont mal à l'aise avec cette loi, en particulier parce qu'elle revient sur des avancées fortes de 2016 et de 2018. Donc beaucoup vont être très mal à l'aise. Maintenant, il faut qu'ils assument leur vote. Nous, on leur demande du courage de voter contre cette régression écologique et contre ce mauvais coup porté à la biodiversité. Voilà, et le texte de loi sera débattu en séance le 5 octobre. Peut-il, à votre avis, Delphine Batho, y avoir une majorité de vote contre l'adoption de cette loi ? En tout cas, c'est le sens du combat. C'est le sens du combat. Est-ce que les députés de la majorité vont s'affranchir des consignes et des disciplines de parti en comprenant qu'en fait, on est sur un enjeu qui dépasse tous les sujets partisans. C'est un enjeu vital, en fait. Les pollinisateurs sauvages, les abeilles. Cette loi de 2016 que j'avais portée, j'allais dire, c'est une loi deux-sévrienne. C'est une loi qui a été obtenue par les apiculteurs des Deux-Sèvres et sur la base des travaux scientifiques du CNRS de Chizé. Depuis 2016, les nouvelles publications scientifiques, si vous voulez, sur la toxicité des néonicotinoïdes pour les vers de terre, pour les gastéropodes aquatiques, pour l'ensemble des insectes, elles sont accablantes. Donc on ne peut pas
remettre sur 450 000 hectares en France des produits chimiques qui vont rester pour 20 ans, 30 ans. Est-ce que l'argument de la défense de la production sucrière de ces 46 000 emplois est à rejeter totalement ? Il ne tient pas debout, en fait. Parce qu'il y a un problème de pucerons. Parce que le ministre de la Santé dit qu'il n'y a pas de solution alternative. Donc, le ministre de l'Agriculture. De l'Agriculture, pardon. Oui, mais c'est pas vrai. Nous, on a auditionné, là, avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, on a auditionné des agriculteurs en production bio en betterave à sucre. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils disent pas, on n'est pas touché par le problème de la jaunisse et du puceron. On l'est beaucoup moins. Et en fait, le puceron, quand il vient sur nos betteraves, comme nous avons des haies, comme nous avons des parcelles plus petites, il y a immédiatement ce qu'on appelle des auxiliaires des cultures, c'est-à-dire les prédateurs du puceron qui viennent et qui, du coup, limitent les dégâts. Donc, le propos n'est pas de dire qu'il n'y aurait pas de problème de jaunisse sur la betterave à sucre. Il y en a un. Mais en fait, cette filière, d'abord, elle est victime de la suppression des quotas européens, donc d'une dérégulation mondiale qui a entraîné une surproduction qui a fait s'écrouler les prix. Donc il y a un problème pour les producteurs, ça c'est clair, mais c'est un problème économique. Et deuxièmement, elle est victime du changement climatique. Parce que ce que l'on ne dit pas dans ce qui se passe cette année pour cette culture, c'est qu'en fait, si les pucerons sont aussi nombreux, c'est que vous avez eu un hiver très doux, un printemps plus chaud, donc un ravageur qui vient plus tôt sur les cultures avant que les coccinelles, etc., ne soient présentes. Et vous avez une perte de récolte qui n'est pas seulement liée aux pucerons, qui est aussi liée à la sécheresse. Donc vous dites, c'est la faute encore une fois au lobby. Non, je dis qu'il y a d'autres solutions. Bien sûr, il y a une pression des lobbies, mais il y a d'autres solutions que de prétendre sauver, ce qui ne sera pas le cas, une filière industrielle sur le dos de la biodiversité. On doit indemniser les agriculteurs, on doit mettre en place un système d'assurance récolte, et donc en fait par des solutions économiques, on doit faire face à cette crise sanitaire pour la betterave, mais pas en détruisant le vivant. Les dérogations pour autoriser l'emploi des néonicotinoïdes seraient encadrées par un conseil de surveillance où figureraient 4 parlementaires qui se réuniraient tous les 3 mois. C'est quelque chose qui vous rassure ou c'est hors sujet pour vous ? Non, c'est vraiment un comité Théodule, pardon, c'est vraiment un comité Théodule qui n'aura pas la main en fait sur les décisions. Pour qu'on comprenne, il s'agit d'autoriser l'utilisation en France de 3 produits chimiques néonicotinoïdes qui sont interdits en Europe. Ils ne sont pas seulement interdits en France, ils sont interdits en Europe. Et ils sont interdits en Europe. Certains pays qui ont autorisé, là aussi, de façon contrôlée. Ah, mais ça, c'est un scandale. Parce qu'effectivement, quand l'Europe prend la décision d'interdire des produits qui tuent les insectes, les oiseaux, etc., on ne peut pas accepter que nos voisins d'autres États membres de l'Europe fassent des dérogations. Et donc la France doit porter le combat à Bruxelles pour qu'il soit mis fin à ces dérogations qui représentent effectivement une concurrence déloyale pour la filière française. Delphine Batho, que ce soit avec les néonicotinoïdes, je ne vais jamais y arriver, les néonicotinoïdes, ou n'importe quel autre dossier portant sur la préservation de l'environnement, il y a toujours cette balance avec d'un côté le bien de la planète et puis de l'autre l'économie, l'aspect économique. La question qui se pose est donc celle-ci, vraiment c'est la question qui se pose, l'écologie est-elle compatible avec le capitalisme et inversement ? Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ça ? Avec l'ultralibéralisme qui considère que... Avec le capitalisme ? Non, moi, ma réponse, c'est de dire avec l'ultralibéralisme qui considère que l'argent serait la valeur première de tout, la réponse est non. Et en fait, la balance là que vous venez d'indiquer, c'est exactement la même que celle qu'on évoquait il y a quelques minutes par rapport à la Covid. Et est-ce que c'est la santé d'abord ou est-ce que c'est l'économie d'abord ? Moi, mes valeurs sont claires. C'est d'abord la préservation du vivant. Est-ce que les choix politiques qu'implique de mettre au centre de tout la lutte contre le changement climatique, la préservation du vivant, les liens humains, la solidarité, c'est contraire à une économie qui fonctionne bien ? La réponse est non. On peut reprendre l'exemple des betteraves. On va reprendre l'exemple des betteraves. En conventionnel, en culture classique de betterave à sucre, la betterave est payée actuellement 20 tonnes à l'hectare. En bio, elle est payée 85 € à l'hectare. Et les exploitations en bio, elles ont 20% d'emplois en plus que les exploitations conventionnelles. Je prends cet exemple parce que je prends cet exemple pour bien illustrer le fait que faire des choix écologiques, c'est pas contraire à l'économie locale, c'est pas contraire à l'emploi. Par contre, c'est contraire à une logique du tout financier et de l'argent, valeur centrale de la société. Oui, ça, clairement,
Cette logique-là, si vous voulez, elle aboutit à tuer le climat et à tuer le vivant. Ça veut dire quoi? Qu'on doit nécessairement sacrifier notre façon de vivre, notre façon de consommer, même notre façon de voyager pour éviter une catastrophe environnementale? C'est ça que vous dites aujourd'hui? Moi, je le vis pas du tout comme un sacrifice. Je pense que c'est plutôt un retour à l'essentiel. Regardez avec le confinement comment beaucoup de citoyennes et de citoyens ont encore plus, on va dire, pris conscience de l'importance de la proximité, la qualité de l'alimentation, de l'importance des liens humains avec nos proches, de l'importance d'un certain nombre de métiers qui pouvaient être déconsidérés, les personnels soignants, les enseignants, les éboueurs, les caissières de supermarchés, on peut faire une longue liste. Donc, en fait, il faut remettre les choses à leur juste place et retrouver le sens de l'essentiel. L'accession au pouvoir nécessaire pour faire changer les choses, est-ce qu'elle nécessite un discours tempéré, un peu comme Yannick Jadot qui, l'an dernier, en avril 2019, parlait qui était favorable à l'économie de marché. Ça a fait un peu gonfler les voiles au niveau de certains milieux écologistes. Les écologistes sont contre l'ultralibéralisme. Il y a une obligation à avoir un propos modéré pour pouvoir accéder au pouvoir. Moi, je ne situe pas les choses comme ça. Je pense qu'en fait, les événements sont tellement graves. Regardez les incendies en Californie, regardez la situation dans laquelle est le pays, regardez les problèmes de sécurité, les problèmes de terrorisme, que ce qui est important pour les écologistes, ce n'est pas une question de modérer, pas modérer, c'est d'avoir des solutions par rapport aux problèmes du pays. Et en ce qui concerne la politique économique, puisque c'est ça votre question, celle qui est menée successivement par les gouvernements depuis plus de 30 ans échoue. Donc, une politique écologiste, c'est autre chose que les gouvernements de gauche compris. Oui, de fait. Il y a une sorte d'adaptation, si vous voulez, aux règles du jeu de l'uniformité mondiale sur un modèle ultralibéral qui est un échec patent. Chez nous, vous parlez surtout de la social-démocratie, finalement. Est-ce qu'il y a des limites à la social-démocratie? Je crois, par exemple, au rôle de l'État dans l'économie. Je crois aux services publics. Je crois à la régulation de l'économie de marché, si c'est ça votre question. Les écologistes ne sont pas pour une économie administrée. Moi, je pense qu'il y a une liberté d'entreprendre, mais qu'il doit y avoir des règles. Par exemple, on peut aujourd'hui acheter un SUV, ça vous dérange ou ça ne vous dérange pas? Une voiture plus lourde que celle qu'on pouvait faire auparavant, et donc qui, de fait, même si les moteurs sont plus performants, sont quand même très lourdes, et donc consomment. Un excellent exemple. Parce qu'en fait, le propos des écologistes, il n'est pas de montrer du doigt la personne qui va faire le choix d'acheter un SUV. C'est de montrer du doigt la réglementation française et européenne qui a laissé les constructeurs automobiles se mettre dans la dérive du véhicule toujours plus gros, toujours plus lourd et de fait, malgré les progrès technologiques qui ont été faits sur les moteurs, toujours plus polluants. Ça, c'est pas normal. Et c'est exactement la même chose sur l'agriculture et sur les pesticides. C'est pas l'agricultrice ou l'agriculteur qui est dans son champ qu'on montre du doigt. C'est le fait qu'il y ait des produits cancérigènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens qui soient autorisés par l'État. Il ne faut pas confondre les responsabilités. C'est ça, vous dites? Oui, il y a une responsabilité politique. Comment on fait pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses? Par exemple, on parlait des SUV. Il y a eu des collectifs qui dégonflaient les pneus des SUV, dégonflés, pas crevés, et laissaient une petite affichette en disant voilà, cet achat est très mauvais pour la planète et pour vos enfants, donc comprenez ce qu'on fait. Est-ce que c'est une façon de faire, une façon de violence douce que vous l'approuvez, ou est-ce que simplement les mots pour dire bah non, voilà, c'est pas bien? Je n'approuve aucune forme de violence. Même celle-ci. Je n'approuve aucune forme de violence, ni contre les biens, ni contre les personnes, ni aucune forme de violence verbale. Certains disent que c'est nécessaire pour faire avancer les choses. Non, moi je crois beaucoup aux mobilisations citoyennes pour faire changer les choses. Et je crois que les mobilisations citoyennes les plus écoutées sont celles qui sont joyeuses, qui sont pacifiques et qui sont non violentes. Il peut y avoir des formes d'action extrêmement radicales, mais elles doivent rester non violentes. Donc moi, aucune forme de dégradation ou d'agressivité verbale, je pense que c'est antinomique avec l'écologie. En fait, si on veut convaincre de ces idées, on doit entraîner avec nous plutôt que d'agresser. Vous êtes présidente de Génération Écologie, je le disais. Quel regard portez-vous sur les nouveaux maires écologistes élus lors des dernières municipales? Et je pense bien sûr en particulier à Léonore Monconduit, maire de Poitiers, et sa victoire surprise face au socialiste Alain Claes. Quel regard vous portez sur cette... Alors un regard extrêmement bienveillant et je les soutiens de toutes mes forces. Qu'est-ce qu'on a vu dans ces élections municipales? En fait, on a vu l'émergence de ce qu'il faut appeler maintenant l'éco-citoyenneté. Dans les villes Dans les urbaines. villes.
en particulier à Poitiers, mais aussi à Lyon, dans beaucoup d'autres villes. Strasbourg. C'est-à-dire, en fait, un collectif citoyen, pas seulement des partis politiques, et c'est extrêmement important, de collectifs citoyens qui ont travaillé sur un projet, qui ont créé une dynamique et qui ont ensuite, si vous voulez, dégagé les personnes devant occuper telle ou telle responsabilité et faisant émerger des personnalités nouvelles qui donc changent complètement, si vous voulez, j'allais dire les règles du jeu habituelles de la politique où il faudrait soi-disant avoir de la notoriété pour être élu. Non, là, en fait, on a des personnes nouvelles qui ont été élues en responsabilité à Poitiers, à Lyon, à Strasbourg. Et c'est un courant d'air frais qui fait du bien à la démocratie, outre le fait qu'il soit écologiste. Pour autant, les polémiques, par exemple, sur le sapin de Noël à Bordeaux ou encore sur le Tour de France à Lyon ou à Rennes, a mis en lumière une culture politique et même philosophique de certains écologistes, qui n'est pas franchement aujourd'hui partagée par les Français. On l'a vu avec un sondage au Doxa pour France Info publié la semaine dernière. L'image d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, le parti le plus populaire de France, s'est érodé de 14 points depuis le février dernier. Est-ce que vous comptez profiter de ça, vous, pour vous démarquer un petit peu d'Europe Écologie Les Verts? Au contraire, est-ce que vous êtes solidaire des propos de ces élus écologistes? Je suis totalement solidaire de Pierre Urmic et de Grégory Doucet, et je veux dénoncer la forme de transformation de leurs propos qui a eu lieu. Parce qu'en fait, par exemple, si on prend l'histoire du sapin, il n'a jamais été question ni de supprimer Noël, ni d'empêcher les gens d'avoir un sapin chez eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est quoi? C'est les 33 mesures annoncées par Pierre Urmic. Par exemple, on aurait pu consacrer énormément de place dans le débat politique national au fait que le maire écologiste de Bordeaux s'attaque aux problèmes de sécurité, renforce la police municipale, demande une compagnie de CRS. Mais non, le fait qu'il ait dit que le sapin payé 60 000 € par la ville de Bordeaux l'année dernière était tombé à cause de la tempête et qu'il n'avait pas l'intention d'en racheter un et qu'il préférait les arbres vivants que les arbres morts, bon, soyons sérieux. 47% des personnes interrogées dans le sondage dont je vous parlais, 47% vous avez jugent vu le battage médiatique, les écologistes sectaires. Vous savez très bien que c'est une critique qui revient souvent sur le sectarisme des écologistes. Moi, franchement, je pense que c'était une transformation des propos. C'est-à-dire, je vois bien ce que les gens ont compris. Donc, les interprétations ensuite qui peuvent en être faites, ce n'est pas, moi je m'en tiens au fait, ce n'est pas ce qu'a dit le maire de Bordeaux. De la même façon, en ce qui concerne le maire de Lyon. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, que je connais bien, il a fait 2 appréciations sportives dans la période récente. C'est intéressant la veille de l'arrivée de Tour de France dans sa ville. C'est intéressant de citer en disant les c'est deux. trop polluant et machiste. La première pour dire qu'il regrettait que la victoire de l'équipe féminine de l'OL, qui a gagné pour la 5e fois consécutive la Champions League de football, ça fasse pas la une des grands journaux sportifs, ce qui est quand même un problème. Et la deuxième pour dire qu'on peut aimer le Tour de France et vouloir qu'il se féminise et qu'il n'y ait plus d'hôtesse à faire le pot de fleurs à côté des coureurs sur le podium. Pardon, il y en a toujours, mais sauf qu'il y en a une femme et un homme, c'est pas pareil. On peut aimer le Tour de France et vouloir qu'il change. Il nous reste très peu de minutes. Peut-il y avoir, et je reparle à la présidente du parti Génération Écologie, peut-il y avoir dans les mois qui viennent une union des écologistes, à défaut d'une union de la gauche, dans l'optique d'une victoire aux prochaines élections, que ce soit départementale, régionale ou même présidentielle? J'y travaille. À savoir? J'y travaille. Il faut que tous les écologistes soient rassemblés. Si on veut, vous évoquiez une critique de sectarisme. Si on veut entraîner tous les Français, il faut que tous les écologistes soient unis, rassemblés, ouverts à tous celles et tous ceux qui veulent les rejoindre. Donc oui, nous y travaillons, que ce soit pour les élections départementales, les élections régionales et la préparation de 2022. Donc, très concrètement, des alliances avec Europe Écologie Les Verts et Génération Écologie, des alliances avec d'autres partis, peut-être de gauche, comment ça va se passer? D'abord, l'unité des écologistes et la construction de programmes pour les territoires. Nous pensons vraiment, si vous voulez, que la transformation de la France, elle passe par le terrain, elle passe par les territoires. Et qu'il faut appliquer aux élections qui viennent, les départementales, les régionales, ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'éco-citoyenneté et ce qui a fonctionné aux élections municipales. Donc un candidat écologiste face à Alain Rousset pour les régionales. Des équipes. Oui, enfin, il va falloir des candidats, des têtes de liste. Il y aura des têtes de liste. Et une liste, pas 2 listes, une liste écologique. Moi, c'est ce que je souhaite, oui. Et est-ce que Europe Écologique, avec qui vous parlez beaucoup en ce moment, j'imagine, le souhaite également? Nous travaillons actuellement. Et moi, ce qui m'intéresse,
c'est le projet et c'est l'ouverture à cette démarche éco-citoyenne que j'évoquais. Pour les présidentielles, serez-vous la personne aimerez-vous être en tout cas la personne qui incarnera ce camp écologiste? Alors en fait, actuellement... Est-ce que vous y pensez devant le miroir en vous maquillant? Je ne sais pas. Mon combat du moment, c'est d'être... Oui. C'est d'être dans la nécessité de convaincre tous les écologistes qu'il faut rompre avec le présidentialisme, que le poison qui a tué le Parti socialiste... Mais pour ça, il faut devenir président pour pouvoir changer les choses. Non, c'est les écuries. Il faut un nom sur le bulletin de vote à la fin. Mais ce n'est pas de cette façon que les écologistes doivent aborder l'échéance de 2022. Le problème n'est pas à cette étape de savoir qui, c'est de savoir quoi, c'est de construire une équipe, de construire un projet, d'apparaître comme une alternative crédible pour le pays, justement par cette unité. Donc le problème qui est posé aujourd'hui, c'est pas de choisir Tartampion, Tartampionne et ce débat, et pourquoi pas vous, et pourquoi pas un tel. Néanmoins, C'est pas ça le problème. Mais l'exemple, Léonore Monconduit, jeune, une femme, ça a joué aussi. Vous savez très bien que ça joue aussi, par exemple, pour pouvoir mener des votes et pour gagner. Ça a joué, mais comment a-t-elle été désignée, Léonore Monconduit? Collectivement. Par un vote sans candidat. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un projet, il y a d'abord une solidarité très forte, ouverte à plein de citoyens, autour d'un projet, et ensuite les questions de leadership se règlent assez naturellement. Il nous reste 10 secondes. Votre poste de député des Deux-Sèvres est très convoité. Est-ce que vous dites aujourd'hui que vous serez candidate à votre propre succession? Écoutez, s'il vous plaît. C'est dans 2 ans, c'est dans 1 an et demi. Ça va très vite. 2022, c'est dans longtemps. Je m'attache d'abord aux échéances qui viennent. On vous réinvitera. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Delphine Batho, pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Il vous suffit, vous le savez, de vous rendre sur notre site internet. La semaine prochaine, il sera question des sénatoriales dont le scrutin a lieu en ce moment même. Permettez-moi tout simplement de dédier cette émission à notre collègue David Pringarbe, à qui nous souhaitons beaucoup de courage. Voilà, excellente journée à toutes et à tous et à dimanche prochain.